Lors de la fête prénatale de ma sœur, elle a ricané, toujours fauchée, ma chérie. Maman a ajouté, Chloé mérite le luxe. Je suis restée silencieuse. Puis un homme avec un enfant a dit, je suis le mari de Camille. La pièce s'est figée. Lors de la fête prénatale de ma sœur, elle a ricané. Toujours fauchée, ma chérie. Maman a ajouté, Chloé mérite le luxe. Je suis restée silencieuse. Puis un homme avec un enfant a dit, je suis le mari de Camille. La pièce s'est figée. La villa louée à Saint-Tropez était d'une opulence étouffante. Des lustres en cristal vibraient légèrement au rythme des basses constantes d'une musique jazz de bon goût, et l'odeur entêtante des lys blancs hors de prix était presque assez forte pour masquer la puanteur de superficialité qui remplissait la gigantesque pièce. Je me tenais au fond, essayant de mon mieux de me fondre dans le papier peint crème, serrant contre ma poitrine une boîte cadeau parfaitement emballée. Ma sœur Chloé était assise au centre de la pièce sur une chaise à haut dossier en velours qui ressemblait bien trop à un trône royal. Elle avait 30 ans, rayonnante des hormones de grossesse et d'un sentiment d'importance personnelle démesuré, méticuleusement entretenu par notre mère depuis le jour de sa naissance. À ses pieds se trouvait une véritable montagne de boîtes au ton pastel, des cadeaux de personnes qui se souciaient davantage des marques sur les sacs que du bébé qu'elle portait. Notre mère, Evelyne, planait juste à côté d'elle. Elle portait une robe en soie sur mesure et un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux froids et calculateurs. Evelyne était la réalisatrice de toute cette mise en scène hypocrite. Pour elle, une fête prénatale n'avait pas pour but de célébrer une nouvelle vie. C'était un événement de réseautage, une occasion de prouver à ses riches amis du country club que son enfant prodige avait fait un beau mariage. Et puis il y avait moi, Camille. 34 ans, le mouton noir, la déception absolue. Ces 10 dernières années, ma famille pensait que je n'étais qu'une graphiste freelance fauchée et en galère, vivant d'un chèque à l'autre dans un minuscule appartement. Ils croyaient que je passais mes journées à concevoir des prospectus promotionnels bon marché pour des bistrots locaux. C'était l'histoire que je leur laissais croire. C'était plus simple ainsi. C'était l'armure parfaite pour protéger ma véritable vie de leur cupidité sans fond. La vérité était tout autre. Quand j'avais 24 ans, notre père est décédé subitement. Cela m'a brisé le cœur. Mais ce qui me l'a brisé encore plus, c'est de découvrir que l'œuvre de sa vie, de la croix logistique, croulait sous les dettes. Ma mère et ma sœur s'en moquaient. Elles étaient trop occupées à réserver des retraites de deuil de luxe à Bali. Je suis restée. J'ai mangé des nouilles instantanées bon marché pendant 3 ans, j'ai cumulé 3 emplois et j'ai appris le codage de haut niveau toute seule la nuit. J'ai créé une série de plateformes technologiques, j'en ai vendu 2 de manière anonyme et j'ai injecté le moindre centime dans un trust financier aveugle. J'ai utilisé cet argent pour racheter discrètement 51% de l'entreprise en faillite de mon père, la sauvant de la banqueroute et maintenant à flot le train de vie somptueux de ma famille. Elle n'en avait absolument aucune idée. Evelyne pensait que les versements mensuels dont elle vivait n'étaient qu'une sorte de reliquat magique de pension. Elle se contentait de dépenser cet argent pour acheter les vêtements de créateurs qu'elle portait pour m'insulter lors des dîners de famille. Adossée contre le papier peint, regardant Chloé rire bruyamment avec un groupe de mondaines, je ressentis cette douleur sourde et familière dans ma poitrine. J'avais sacrifié ma vingtaine pour les sauver. Et en retour, elles me traitaient comme une tâche embarrassante sur leur parfait portrait de famille. Mais aujourd'hui, j'avais décidé d'essayer une dernière fois. J'avais apporté un cadeau qui ne s'achète pas avec une carte bancaire haut de gamme. J'avais apporté quelque chose fait de mes propres mains, espérant bêtement trouver une once de véritable lien familial sous tout ce maquillage coûteux. Quand Chloé pointa enfin un doigt manucuré vers ma boîte enveloppée de papier craft tout simple, le bourdonnement de la pièce s'est tu. Les invités se sont penchés, avides de divertissement. Chloé a arraché le papier avec une rapidité agressive, s'attendant clairement à voir l'étiquette d'une boutique de luxe. Au lieu de cela, elle en a sorti une couverture tricotée. Elle était faite de la laine mérinos la plus douce qui soit, d'une tendre couleur vert sauge. J'avais passé 3 mois à la tricoter. 3 mois de nuit blanche, à travailler soigneusement chaque maille, en insufflant une prière silencieuse dans le tissu pour que son enfant devienne plus gentil que ses parents.
Le faux sourire radieux de Chloé a disparu instantanément. Il a été remplacé par un ricanement si acéré et si laid qu'il a complètement déformé ses traits. Elle a pincé un coin de la magnifique couverture entre son pouce et son index, la tenant en l'air comme s'il s'agissait d'un chiffon sale et infecté, la laissant pendre dangereusement au-dessus du coûteux tapis persan. Son rire était cruel, tranchant le bavardage ambiant de la pièce. « Sérieusement, Camille ?» dit-elle, la voix amplifiée pour que chaque personne présente puisse l'entendre. « Es-tu toujours aussi fauché ? Damien vient d'acheter à mon fils un berceau intelligent sur mesure d'une valeur de 5 000 €. Et tu crois que je vais mettre ce nid à poussière qui gratte près de la peau de mon bébé ? Elle ne me l'a pas rendu. Elle ne l'a même pas posé sur la table. Elle a ouvert les doigts et a laissé la couverture tomber directement sur le sol. Puis, d'un coup désinvolte de son talon de créateur, elle l'a repoussé comme un déchet. Une vague de rire moqueur et nerveux a parcouru la foule de riches prétentieuses. Mon visage était en feu. Ce n'était pas de la honte. C'était une rage froide et bouillonnante qui a pris naissance dans mon estomac et a grimpé jusqu'à ma gorge. Avant que je ne puisse dire un mot, ma mère, Evelyne, a décidé que c'était le moment idéal pour faire son spectacle. Elle s'est avancée et a tapoté son ongle parfaitement manucuré contre le micro qu'elle tenait, provoquant un strident crissement de l'arsène dans la pièce. Elle se tenait au centre de l'attention, baignée par la lumière chaude du lustre, ayant tout d'une matriarche de la haute société. Je tiens juste à vous remercier toutes d'être venues célébrer Chloé aujourd'hui, ronronna Evelyne, la voix dégoulinante d'une douceur artificielle et sucrée. Cela apporte un immense soulagement à une mère de savoir qu'au moins l'une de ses filles comprend vraiment la mission de la féminité. Nous étions si inquiets pour l'héritage familial, mais Dieu merci, Chloé a trouvé un homme de haut rang et nous donne un héritier convenable. Elle a fait une pause pour l'effet dramatique, laissant son regard glisser sur les invités avant de s'arrêter lourdement et délibérément sur moi. Contrairement à quelqu'un d'autre que nous connaissons, a poursuivi Evelyne, son ton passant de la célébration à un faux chuchotement bruyant. Les têtes se sont tournées vers moi. Le poids de 50 paires d'yeux jugeurs m'a cloué sur place. La pauvre Camille, 34 ans et toujours complètement les mains vides. Pas de mari, pas de carrière, pas de perspective. Soyons honnêtes, son horloge biologique ne fait pas que tourner. Elle s'est complètement arrêtée. C'est vraiment une tragédie de voir une femme devenir un tel échec, mais je suppose que chaque famille a besoin d'un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Evelyne a rayonné comme si elle venait de porter un magnifique toast au lieu d'une exécution publique. Les invités ont gloussé. Certaines ont regardé leurs chaussures, mais la plupart m'ont simplement dévisagé avec pitié et dégoût. J'ai regardé la couverture versoche froissée sur le sol. Je me suis avancée en silence, ignorant les murmures, et je me suis baissée. Je l'ai ramassée, doucement, en brossant un morceau de peluche invisible de la laine douce. Je n'ai pas regardé ma sœur. Je n'ai pas crié sur ma mère. J'ai simplement plié soigneusement la couverture et je l'ai tenue contre ma poitrine. J'avais ma réponse. La famille que j'avais sauvée en sacrifiant ma jeunesse n'existait pas. C'étaient des étrangers toxiques et avides. Et j'en avais enfin terminé. J'ai tourné le dos au trône et j'ai marché droit vers les lourdes portes de sortie en chaîne. J'allais partir, bloquer leur numéro et couper la ligne de vie financière qui les maintenait à flot. J'allais laisser la banque tout prendre, mais je n'ai même pas traversé la moitié du parquet. Une main lourde a jailli et s'est agrippée fermement à mon coude, me stoppant d'une secousse brusque et douloureuse. C'était Damien, mon beau-frère. Il se tenait près du bar, entouré de 3 autres hommes dans des costumes trop chers, tenant tous de lourds verres en cristal remplis d'un liquide ambré. Damien avait 35 ans, les cheveux gominés en arrière et l'assurance agressive et imméritée d'un homme qui pensait que son diplôme de droit faisait de lui un dieu. Il m'a dévisagé de haut en bas avec un sourire narquois qui m'a donné des frissons de dégoût. Eh bien, regardez qui s'enfuit, a annoncé Damien à son petit cercle de courtisans, sa voix résonnant avec une autorité théâtrale. Notre propre Camille qui part avant même de s'être rendue utile. Je sais que tu n'avais pas les moyens de t'offrir un vrai cadeau, mais la moindre des choses serait de travailler pour rembourser la nourriture gratuite que tu viens de manger. Les autres hommes ont gloussé en faisant tourner les glaçons dans leur scotch. Damien s'est penché plus près.
L'odeur d'alcool éventé et d'eau de Cologne étouffante émanait de lui par vagues. Il a tendu le bras et a arraché un lourd plateau de service en argent chargé de flûtes de champagne pleines à un serveur terrifié qui passait par là. Sans crier gare, Damien a poussé le lourd plateau directement contre ma poitrine, m'obligeant à lâcher ma couverture pliée et à attraper les poignées en argent à deux mains pour empêcher les verres en cristal de s'écraser au sol. « Tiens ça », a ordonné Damien, me traitant exactement comme du personnel de maison. Il a ensuite fouillé dans la poche de sa veste sur mesure et en a sorti un portefeuille en cuir noir impeccable. D'un coup de poignet, il a sorti un billet de 100 €. Il ne me l'a pas donné. Il l'a lâché directement sur le plateau en argent, en plein dans une petite flaque de champagne renversée. Le papier épais a instantanément absorbé la condensation humide, collant au métal. « On manque de glaçons par ici », a dit Damien en pointant son verre vide vers moi. Je suis resté là, sentant le poids atroce du plateau en argent tiré sur mes bras. J'ai fixé le billet de 100 € mouillé qui collait au plateau, humide et insultant. Mes doigts ont tressailli. Chaque instinct de mon corps hurlait de renverser le plateau pour envoyer le champagne hors de prix éclabousser le visage suffisant de Damien. J'avais envie de lui dire que la montre de luxe à son poignet était une réplique bon marché que j'avais repérée 1 heure plus tôt. J'avais envie de hurler qu'il n'était pas le puissant PDG de l'entreprise de mon père, mais juste une marionnette pathétique dansant au bout des fils que je contrôlais. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai pris une lente et profonde inspiration et j'ai forcé les muscles de mon visage à adopter une expression parfaitement calme et neutre. J'ai levé les yeux vers Damien, lui offrant un sourire totalement dépourvu de chaleur. « Tu es bien trop généreux, Damien », ai-je dit, d'une voix calme et assurée. Il m'a immédiatement tourné le dos, me rejetant comme si j'étais un meuble hideux, et s'est remis à rire avec ses amis. J'ai posé le lourd plateau sur une table d'appoint à proximité. Je n'ai pas touché à l'argent mouillé. J'ai lentement regardé ma montre. Les secondes s'égrenaient. Damien pensait qu'il venait d'affirmer sa domination sur la belle-sœur faible et fauchée. Il n'avait aucune idée qu'il venait de donner l'argent du déjeuner à son propre bourreau. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de jeter un verre. J'avais juste besoin d'attendre 3 minutes de plus, car la tempête approchait et elle allait tous les balayer. La vibration a commencé profondément dans le plancher avant même que le son atteigne nos oreilles. Je me tenais près des hautes portes-fenêtres allant du sol au plafond lorsque les verres en cristal sur les tables ont commencé à danser, s'entrechoquant dans un rythme frénétique et croissant. Le bruit sourd et palpitant a grandi rapidement, se transformant en un rugissement absolument assourdissant qui a fait trembler toute la ville à louer. À l'extérieur, la pelouse verte parfaitement entretenue a soudainement été fouettée dans une frénésie violente. Des arrangements floraux imposants et coûteux ont été renversés et balayés sur l'herbe par des vents de la force d'une tempête. Le ciel s'est assombri alors qu'un hélicoptère privé noir, massif et profilé, descendait directement au centre du jardin. La pièce a explosé dans un chaos total. Les femmes ont haleté et agrippé leurs colliers de perles. Les hommes ont renversé leurs verres en se précipitant vers les fenêtres pour voir ce qui se passait. Ce n'était pas un hélicoptère de journalistes ou un transport médical d'urgence. C'était une machine de luxe de qualité militaire réservée à l'élite. Le genre d'appareil qui hurlait silencieusement un pouvoir illimité et des ressources terrifiantes. Les pales ont commencé à ralentir et la porte latérale s'est ouverte. Les doubles portes de la salle de réception se sont ouvertes avec une force explosive. 2 hommes massifs en costume sombre sur mesure sont entrés les premiers. Ils ne ressemblaient pas à des agents de sécurité événementielle standard. Ils se mouvaient avec l'indifférence professionnelle et mortelle d'une milice privée. Ils ont balayé la pièce du regard pendant 2 secondes avant de s'écarter. Puis Bastien est entré. Ces 10 dernières années, chaque fois que ma famille prenait la peine de me demander si je fréquentais quelqu'un, ils imaginaient que mon partenaire serait un perdant au chômage, un type trop embarrassant pour jamais l'amener à une réunion de famille. Ils n'étaient absolument pas préparés à l'homme qui venait d'entrer sur le parquet. Bastien avait l'air de posséder l'oxygène même de la pièce. Il avait 42 ans, portait un costume gris anthracite sur mesure coupé à la perfection absolue, épousant ses larges épaules athlétiques. Il ne portait pas de cravate, juste une chemise blanche immaculée déboutonnée au col, projetant une domination détendue et naturelle. À ses côtés,
lui tenant fermement la main, se trouvait le petit Hugo. Mon beau-fils de 5 ans ressemblait à un mannequin miniature de podium dans un blazer en velours sombre et des baskets blanches immaculées, ses cheveux bruns parfaitement coiffés. Les 2 vigiles qu'Evelyne avait engagés spécifiquement pour éloigner la racaille n'ont absolument rien fait. C'étaient des hommes immenses et intimidants, habitués à brutaliser le personnel, mais ils se sont complètement figés en présence d'une véritable et terrifiante autorité. Ils ont instinctivement reculé d'un pas, baissant la tête au passage de Bastien. On ne remet pas en question un homme qui arrive en tombant du ciel. Le silence dans la salle de réception était absolu. C'était un vide total créé par le choc. Damien s'était arrêté au milieu d'une gorgée de son scotch, son verre flottant bêtement près de sa bouche. Evelyne se serrait la poitrine, les yeux écarquillés et fixes. Soudain, une petite tache floue de velours a filé entre les jambes de Bastien. Hugo m'avait repéré près de la table d'appoint. Il a lâché la main de son père et a sprinté à travers la piste de danse vide. Il a serré ses petits bras forts autour de ma taille, enfouissant son visage dans ma robe. « Maman !» a crié Hugo, en levant vers moi des yeux brillants et follement excités. « J'ai dit à papa qu'on devait voler super vite. Tu as eu mon cadeau ? On a tout apporté. » Le mot « maman » est resté suspendu dans l'air comme un coup de tonnerre physique. Il a rebondi sur les plafonds voûtés et a fait un écho violent dans les oreilles de chaque mondaine et membre de la famille présent. La pièce n'est pas seulement devenue silencieuse, elle est devenue morte. Ils m'ont regardé, la femme qu'ils venaient de traiter comme une domestique sans valeur. Et puis ils ont regardé l'enfant milliardaire qui m'appelait sa mère. Bastien s'est frayé un chemin à travers la foule avec le genre de grâce naturelle qui ne vient que d'une confiance absolue. Il n'a même pas jeté un coup d'œil à Chloé, qui était assise sur son trône, la bouche grande ouverte. Il a marché directement vers moi. Il s'est arrêté à quelques centimètres, ignorant la centaine de personnes qui nous fixaient. Il a doucement pris mon visage dans ses grandes mains chaudes, son pouce effleurant doucement mes pommettes. Puis il s'est penché et a déposé un baiser doux et prolongé sur mon front. « Je suis tellement désolé d'être en retard, mon amour, » a dit Bastien, sa voix profonde et résonnante portant clairement à travers la pièce complètement silencieuse. La paralysie due au choc s'est finalement dissipée, et l'ego fragile de Damien ne pouvait pas supporter ce transfert de pouvoir. Il s'est frayé un chemin à travers la foule, ajustant sa cravate en soie, bombant le torse pour essayer de rivaliser physiquement avec la stature de Bastien. C'était un spectacle pathétique. « Écoute-moi bien, mon pote », a aboyé Damien, essayant de faire descendre sa voix dans un baryton menaçant. « Je ne sais pas quel genre d'arnaque élaborée vous montez tous les deux, mais vous avez choisi la mauvaise famille. Je suis associé principal chez Dupont et Associés. L'effraction est un crime. Si vous êtes ici pour harceler mes invités, je vous ferai passer les menottes avant même que le moteur de cet hélicoptère ne refroidisse. » Bastien a baissé les yeux vers le doigt accusateur de Damien. Il n'a pas tressailli. Il a juste regardé Damien avec le genre de léger dégoût ennuyé qu'un lion pourrait avoir pour un moustique agaçant. « Vous êtes Damien Delacroix, n'est-ce pas ?» a demandé Bastien, la voix d'un calme mortel. Damien a scié, surpris. « C'est exact. Et je suis sur le point de ruiner votre. » Dupont et Associés, l'a interrompu Bastien en secouant légèrement la tête avec un sourire glacial. C'est le cabinet d'avocats de taille moyenne que ma société holding a acquis il y a exactement un mois pour gérer nos litiges immobiliers mineurs. J'ai vu votre nom sur la liste de restructuration interne ce matin. Vous gérez des affaires de chute au supermarché, Damien. J'ai une politique stricte de ne pas adresser la parole à des employés de bas niveau sur le point d'être licenciés en dehors des heures de bureau. Écartez-vous. Le visage de Damien est devenu complètement livide. L'arrogance s'est évaporée, remplacée par une panique véritable et nue. Il savait que l'acquisition était une fusion d'entreprises top secrètes. Comment cet homme le savait-il ? Damien a reculé en trébuchant, totalement humilié. Bastien l'a ignoré et s'est accroupi au niveau d'Hugo. « Vas-y, mon grand. Donne à maman son vrai cadeau. » Hugo a rayonné et m'a tendu une lourde boîte en velours bleu nuit. Elle avait un écusson doré sur le dessus. Mes mains ont légèrement tremblé en ouvrant le couvercle. À l'intérieur, ce n'étaient pas des bijoux.
C'était un seul document épais en lin. Je l'ai déplié. C'était un acte de propriété. Le Penthouse de l'avenue Foch. L'une des adresses les plus exclusives et les plus chères de Paris. Entièrement payé. Titre transféré à Camille et Bastien. Damien, qui rôdait à proximité, a vu l'entête et la valeur déclarée. Toute couleur a entièrement quitté son visage. En tant qu'avocat, il savait que ce seul bout de papier valait plus que tout ce qu'il gagnerait dans sa vie entière. Mais c'est la réaction de ma mère, Evelyne, qui a été la plus écœurante. L'odeur de la richesse extrême a frappé son cerveau comme une drogue. La femme qui, 5 minutes plus tôt, m'avait qualifié d'échec tragique s'est soudainement précipitée vers nous. Sa posture est passée d'un jugement rigide à une chaleur fluide et accueillante. Elle a lissé sa robe et a tendu une main lourdement chargée de bagues, avec l'intention de la poser familièrement sur l'épaule de Bastien. « Oh, quels vilains enfants vous faites !» a roucoulé Evelyne, la voix dégoulinante de sirop artificiel, réécrivant l'histoire en temps réel. « Pourquoi avez-vous gardé cela secret ? Si j'avais su que ma précieuse Camille avait trouvé un parti aussi magnifique, nous aurions organisé la fête pour vous. Vous devez vraiment pardonner l'inquiétude d'une mère, Bastien. Je veux juste le meilleur pour elle. » Ses doigts étaient à 1 centimètre de sa veste coûteuse quand j'ai craqué. L'audace pure et absolue de sa cupidité a allumé un feu dans mon sang. Je n'ai pas reculé. J'ai balancé mon bras et j'ai repoussé sa main d'une gifle. Le claquement de la peau contre la peau a été sec et incroyablement fort, résonnant comme un coup de feu. Evelyne a reculé, portant sa main à sa poitrine, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. « Ne le touchez pas », ai-je dit, la voix tremblante d'une vie entière de rage réprimée. Il y a 10 minutes, j'étais la honte de cette famille. Maintenant que vous sentez l'odeur de l'argent, vous pensez pouvoir jouer à la mère poule. N'insultez pas mon intelligence, Evelyne. Vous n'avez pas le droit de toucher mon mari. Vous avez perdu le droit d'être ma mère il y a bien longtemps. Bastien s'est levé, se plaçant entre Evelyne et moi comme un solide mur de glace. Il a sorti son téléphone de sa poche, jetant un coup d'œil à l'écran. « Nous partons », a annoncé Bastien à la salle. Mais avant de partir, il y a un problème administratif mineur. Damien a mentionné qu'il s'agissait d'un événement privé dans un domaine loué. Pendant que mon fils saluait sa mère, j'ai demandé à mon assistant de contacter le propriétaire. Il y a exactement 1 heure, le virement bancaire a été validé. Je suis le nouveau propriétaire de cette propriété et j'ai une politique de tolérance zéro envers les intrus. Il a regardé directement Chloé, qui hyperventilait sur sa chaise en velours. Pendant une fraction de seconde, personne n'a respiré. Puis une panique absolue s'est installée. Les riches mondaines qui s'étaient moquées de moi plus tôt ont commencé à chercher frénétiquement leurs sacs et leurs manteaux, sprintant vers les sorties, terrifiés à l'idée d'être associés à un incident policier. C'était une débandade magnifique et chaotique. Chloé s'est rendue compte qu'elle perdait son public. Les projecteurs s'étaient entièrement braqués sur moi, et elle aurait préféré brûler le bâtiment plutôt que de laisser faire ça. Soudain, un cri perçant et strident a déchiré la pièce. Chloé s'est pliée en 2 sur le sol, serrant son ventre de femme enceinte avec un désespoir théâtral. « Mon bébé » a-t-elle gémi, le visage contorsionné. « Oh mon Dieu, la douleur. Tu es en train de le tuer, Camille. Ton stress est en train de tuer mon fils. » C'était une performance digne d'un Oscar. Damien s'est immédiatement jeté à genoux, criant pour qu'on appelle une ambulance, pointant un doigt accusateur vers Bastien. « Regardez ce que vous avez fait. S'il arrive quoi que ce soit à mon fils, je vous poursuivrai en justice pour vous prendre tout ce que vous possédez. » J'ai baissé les yeux vers ma sœur qui se tordait sur le sol. Je me suis souvenu de l'époque où nous avions 12 ans et où elle avait simulé une grave crise d'asthme pour échapper à un contrôle de maths. La victimisation militarisée était son truc le plus ancien et le plus fiable. Mais voir la peur dans les yeux du petit Hugo alors qu'elle hurlait a endurci mon cœur comme du diamant. Nous nous sommes retournés et sommes sortis vers l'hélicoptère, les laissant dans leur propre désordre. Le vol de retour vers Paris aurait dû ressembler à un tour d'honneur. Les lumières de la ville scintillaient sous nous comme des joyaux éparpillés, mais l'appareil dans ma main vibrait avec l'intensité violente d'un nid de frelons en colère.
Damien n'était pas allé à l'hôpital pour réconforter sa femme prétendument mourante. Il était parti directement en guerre. Il a utilisé ses relations juridiques véreuses pour contacter la presse à scandale. L'écran de mon téléphone s'est allumé avec des notifications sans fin. Les gros titres étaient écrits en lettres rouges, grasses et agressives. Sœur Cendrillon ou impitoyable croqueuse de diamants? Damien avait tissé un chef-d'œuvre de fiction créative. Les articles affirmaient que j'avais violemment attaqué ma sœur enceinte à haut risque dans un accès de jalousie, l'abandonnant dans un moment de crise médicale pour m'enfuir avec mon parrain milliardaire. Ils ont utilisé une photo recadrée de Chloé pleurant sur les marches de la villa, la faisant paraître indigente tout en coupant complètement son SUV de luxe à l'arrière-plan. Damien était cité comme un ami proche de la famille anonyme exprimant sa profonde inquiétude quant au fait que j'avais subi un lavage de cerveau. J'ai commis l'erreur de faire défiler jusqu'aux commentaires. Des milliers d'inconnus qui ne savaient rien de ma vie me traitaient de parasite, de monstre, et exigeaient que les entreprises de Bastien soient boycottées. Damien savait qu'il ne pouvait pas battre Bastien dans un tribunal. Alors, il essayait de nous détruire devant le tribunal de l'opinion publique, espérant que nous signerions un gros chèque de dédommagement juste pour faire disparaître la mauvaise presse. Bastien a vu le reflet des commentaires haineux dans la vitre de l'hélicoptère. Il a tendu le bras, a doucement pris le téléphone de mes mains tremblantes, l'a mis en mode avion et l'a glissé dans sa poche. « Ne leur donne pas ton énergie, Camille », a-t-il dit, sa voix comme une encre calme dans ma tempête. Ce sont les gesticulations désordonnées d'un homme qui se noie. Il pense que s'il éclabousse assez fort, quelqu'un viendra le sauver. Avant que je ne puisse répondre, mon deuxième téléphone d'urgence, celui que seule ma famille connaissait, s'est mis à sonner. C'était Evelyne. Une part stupide et enfantine de moi a pensé qu'elle appelait pour s'excuser. J'ai décroché. « Camille, chérie. » La voix d'Evelyne était frénétique, mais pas d'inquiétude. C'était l'énergie maniaque de quelqu'un tenant un ticket de loto gagnant. « Tu as vu les informations ? Les journalistes campent sur ma pelouse. Ils m'offrent 50 000 € pour une interview exclusive sur la façon dont tu as toujours été jalouse de Chloé. » J'ai senti un engourdissement glacial se propager dans ma poitrine. « Que voulez-vous, Evelyne ? » « Je veux te protéger, bien sûr, a-t-elle menti rapidement. Mais les frais d'avocat sont si chers. Si je passe à la télévision et que je leur dis la vérité, eh bien, ça te ruinerait. Mais si je refuse l'interview, je devrais être dédommagée pour cette perte d'opportunité. Transfère 1 million d'euros sur mon compte d'ici demain matin, où j'ai un créneau réservé dans l'émission matinale à 9h pétante, et crois-moi, je pleurerai sur commande. Elle a raccroché. J'ai fixé l'écran noir. Le dernier fil invisible qui me reliait à ma mère venait de se rompre. Elle voulait 1 million d'euros pour fermer sa bouche. J'ai pris le téléphone de Bastien, j'ai désactivé le mode avion et j'ai composé le numéro de mon gestionnaire de patrimoine privé. Marc, ai-je dit, ma voix totalement dépourvue d'émotion. Le Trust de préservation familiale, je veux que vous émettiez un ordre d'arrêt de paiement immédiat et définitif. Coupez les cartes de crédit, gelez les comptes, coupez absolument tout, laissez-les mourir de faim. Avant d'arriver à la vengeance ultime, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire ci-dessous pour me dire de quelle ville vous m'écoutez. Chaque commentaire aide à propulser cette vidéo vers plus de personnes qui aiment la justice. Merci beaucoup. Et maintenant, retour à l'histoire. Alors que le monde extérieur s'embrasait de rumeurs malveillantes et que les paparazzis se battaient pour une place sur la pelouse de ma mère, j'étais assise dans le silence totalement climatisé d'une salle de conférence au 42e étage, dans le quartier de la Défense. C'était dimanche matin. Evelyne s'attendait à me voir pleurer dans une salle de bain quelque part, et Damien s'attendait à ce que je rédige un communiqué de presse pathétique implorant la clémence du public. Ils avaient tous les deux complètement tort. Je ne réagissais pas à leur cirque. Je rechargeais mes armes. De l'autre côté de l'immense table en acajou était assis Guillaume, mon avocat privé qui gérait mon trust depuis une décennie. C'était un homme d'une 50aine d'années, élégamment vêtu, qui souriait rarement. Mais aujourd'hui, il y avait une lueur dangereuse dans ses yeux. Il a fait glisser un épais portfolio relié en cuir sur la surface en bois poli.
Ce portfolio contenait l'énorme secret qui allait glacer le sang de toute ma famille. Pendant 3 ans, Damien s'était pavané au siège de Delacroix Logistique, agissant exactement comme s'il était le roi incontesté du château. Il licenciait les gens qui le regardaient de travers. Il louait des voitures de fonction de luxe qu'il ne pouvait absolument pas se permettre. Il se faisait appeler le président-directeur général, mais dans son arrogance aveuglante, il avait oublié de vérifier à qui appartenait réellement le fauteuil dans lequel il s'asseyait. À la mort de mon père, l'entreprise était en train de couler. Je ne pouvais pas regarder son héritage tomber en poussière, alors je suis intervenu. En utilisant les bénéfices de mes plateformes technologiques, j'ai acheté 51% des actions avec droit de vote par le biais d'une société écran anonyme appelée Mercure Investissement. Pour Damien, Mercure Investissement n'était qu'un partenaire silencieux sur un bout de papier, une entité corporative sans visage qui signait les chèques et ne se mêlait pas de ses affaires. Il n'avait absolument aucune idée que ce partenaire silencieux était la belle-sœur même dont il venait de se moquer parce qu'elle était pauvre. Chaque fois qu'il m'insultait lors d'un dîner de famille, il insultait littéralement son patron. Guillaume a ouvert l'épais dossier, révélant des pages de rapports trimestriels. C'est en fait pire que nous ne le pensions, Camille, a-t-il dit en tapotant une colonne à l'encre rouge vif avec son stylo hors de prix. Damien a lourdement endetté les actifs de l'entreprise pour couvrir ses propres dettes personnelles massives. Il traite les comptes de la société comme sa tirelire personnelle. Nous avons trouvé des fournisseurs fictifs. Nous avons trouvé des virements à l'étranger. Le compte d'exploitation est complètement vide. Les salaires doivent être versés dans 3 jours et il n'y a aucune liquidité. Guillaume a levé les yeux, l'expression mortellement sérieuse. Techniquement, en tant qu'actionnaire majoritaire absolu, vous pourriez le licencier pour faute grave, avec effet immédiat. Les détournements de fonds à eux seuls suffisent à l'envoyer dans une prison fédérale pour une décennie. J'ai baissé les yeux sur les chiffres. C'était incroyablement tentant d'en finir tout de suite, de passer un simple coup de fil, de demander à la sécurité de l'escorter hors du bâtiment avec ses affaires personnelles dans un carton, et de le regarder pleurer. Mais c'était bien trop facile. Damien voulait une guerre médiatique, alors j'allais lui offrir un massacre. Je ne voulais pas juste le licencier. Je voulais l'exposer jusqu'à la moelle. J'ai fermé le dossier et j'ai regardé par l'immense fenêtre la ligne d'horizon de la ville. Ne le licenciez pas encore, Guillaume, ai-je dit, la voix complètement neutre. Laissez-le se sentir totalement en sécurité pendant un jour de plus. Laissez-le penser qu'il est en train de gagner cette ridicule guerre médiatique. Parce que quand je lui retirerai enfin le tapis sous les pieds, je veux qu'il se tienne aussi droit que possible. Pour que la chute brise absolument tous les os de sa carrière. J'allais apprendre plus tard, par les messages vocaux frénétiques et hurlants laissés sur mon téléphone bloqué, exactement comment le premier domino était tombé. Le lundi matin, dans les beaux quartiers, dans une boutique au sol de marbre de la rue du Faubourg Saint-Honoré, Evelyne tentait activement d'apaiser son égo meurtri de la seule façon qu'elle connaissait, en dépensant de l'argent qu'elle n'avait absolument pas gagné. Elle se tenait au comptoir en verre illuminé, serrant un sac à main en édition limitée en véritable cuir d'autruche, d'une valeur supérieure à celle d'une voiture d'occasion fiable. Elle parlait incroyablement fort, s'assurant que chaque personne dans le magasin savait qu'elle était une femme de grande importance, essayant de projeter une image de richesse générationnelle imperturbable malgré la tempête médiatique qui se préparait devant chez elle. « Je le prends », a annoncé Evelyne à la vendeuse épuisée, jetant sa lourde carte de crédit Platinum sur le comptoir en verre avec un cliquetis arrogant et méprisant. « Et ne prenez pas la peine de l'emballer. Je veux le porter tout de suite en sortant. J'ai une réservation pour le déjeuner au 5 dans 20 minutes, et je déteste qu'on me fasse attendre. » La jeune vendeuse a forcé un sourire poliment douloureux, a pris la carte et a inséré la puce dans le terminal. La machine a émis un bourdonnement mécanique désagréable. La vendeuse a froncé les sourcils, a retiré la carte, a frotté la puce et a réessayé. BZZ. Evelyne a tapoté son escarpin de créateur avec impatience, vérifiant son propre reflet dans le miroir. « Dépêchez-vous », a-t-elle lâché. « Votre machine est de toute évidence cassée. Ou peut-être que votre connexion Internet est aussi bas de gamme que votre service client. » L'assistante a levé les yeux, le visage devenant d'un rose profond. « Je suis vraiment navrée, madame,
mais la carte a été refusée. Le silence qui a suivi était lourd et dangereux. Evelyne a laissé échapper un aboiement de rire sec et incrédule qui a fait tourner la tête du vigile armé près de la porte. « Ne soyez pas complètement ridicule, a-t-elle craché, sa voix résonnant dans le magasin silencieux. C'est une carte Platinum avec un plafond illimité. Passez-la à nouveau. » La jeune fille l'a passée à nouveau. Refusé. Elle a essayé de glisser la bande magnétique. Refusé. Le visage d'Evelyne, parfaitement maquillé, a commencé à se marbrer d'une vilaine rougeur de rage sombre. Elle a fouillé furieusement dans son sac de créateur et en a sorti sa carte de secours, une carte premium noire qu'elle réservait strictement aux urgences. « Essayez celle-ci », a-t-elle sifflé en la poussant agressivement vers la pauvre fille. « Et quand je parlerai au directeur de votre magasin de cette extrême humiliation, vous chercherez un nouveau travail d'ici la fin de la journée. » L'assistante a glissé la carte noire avec des mains tremblantes. La machine a de nouveau bourdonné. L'affichage numérique était impitoyable et tout à fait clair. Transaction non autorisée. Veuillez contacter l'émetteur de la carte. Evelyne a arraché ses cartes, les mains tremblant violemment sous le coup d'une fureur aveuglante mêlée à une panique froide qui montait. Elle a sorti son téléphone et a composé le numéro de la conciergerie de sa banque privée, le mettant sur haut-parleur car elle était totalement incapable de contenir sa rage. « Je veux savoir exactement pourquoi mes cartes ne fonctionnent pas », a-t-elle hurlé à la seconde absolue où l'opérateur a répondu. « Je me trouve dans une boutique du faubourg Saint-Honoré, et vous êtes en train de m'humilier. Réglez ça tout de suite. » La voix de l'opérateur était calme, hautement professionnelle, et parfaitement amplifiée pour que toute la boutique silencieuse l'entende. « Madame, je vois ici que la principale source d'approvisionnement de ces comptes, sous le nom de Trust de préservation familiale, a officiellement émis un ordre d'arrêt de paiement définitif. Toutes les lignes de crédit associées ont été gelées de façon permanente, dans l'attente d'une enquête massive pour fraude initiée par le donateur principal. » Evelyne s'est complètement figée. Le téléphone a glissé de ses doigts tremblants et a cliqueté sur le comptoir en verre. À cette seconde exacte, elle n'a pas seulement perdu son pouvoir d'achat. Elle a réalisé que le filet de sécurité magique et invisible sur lequel elle dansait depuis 10 ans venait de lui être violemment arraché, et elle tombait dans un abîme sans fond. Le mardi après-midi, la panique s'était totalement emparée de ma famille. Les lignes de crédit étaient mortes, les paparazzis étaient agités, et Damien avait besoin d'une injection massive de liquidité pour couvrir les millions qu'il avait volés à Delacroix Logistique avant que les auditeurs ne s'en aperçoivent. Il a donc décidé de jouer sa dernière carte, la plus désespérée. Damien et Chloé ont fait irruption dans le cabinet d'avocat de Guillaume, exigeant une réunion d'urgence. Ils se sont pavanés dans la salle de conférence avec l'allure de la royauté venant collecter l'impôt. Chloé se tenait le ventre, jouant la victime frêle et stressée, tandis que Damien faisait les 100 pas dans la pièce, galvanisé par sa propre confiance toxique. « Je suis ravi que tu aies retrouvé la raison, Camille », a tonné Damien en s'appuyant lourdement sur ses phalanges sur la table en acajou. « Nous ne voulons pas te ruiner complètement. Nous voulons juste ce qui est légalement juste. Tu as caché des actifs colossaux à cette famille pendant des années. » Il s'est arrêté de marcher et a plongé la main dans son attaché-caisse en cuir. Avec la mise en scène théâtrale d'un magicien de pacotille, il en a sorti un épais document. Le papier avait l'air artificiellement vieilli, les bords légèrement jaunis. Il l'a claqué sur la table et l'a fait glisser vers moi. « Ça, a ricané Damien, c'est un codicile récemment découvert au testament de ton défunt père. Nous l'avons trouvé dans un coffre-fort séparé. Il semble que le vieil homme avait des souhaits très spécifiques concernant l'héritage familial. » J'ai baissé les yeux sur le document. La police de caractère était du style vieille machine à écrire, conçue pour paraître authentique. Mes yeux ont parcouru le jargon juridique dense jusqu'à ce que j'atteigne un paragraphe surligné. Il stipulait clairement qu'en cas de décès de mon père, la totalité des avoirs commerciaux et des liquidités de la famille devait être conservée en fiducie jusqu'à la naissance du premier héritier mâle. À cette naissance, la pleine propriété serait instantanément transférée à la fille ayant fourni le petit-fils pour perpétuer la lignée. J'ai senti un frisson soudain me parcourir la colonne vertébrale. C'était un faux absolu, bien sûr.
Mon père était un homme moderne et progressiste qui valorisait la compétence, pas le genre. Mais la signature en bas était d'une précision terrifiante. Damien ne s'était pas contenté de taper un mensonge. Il avait commis un crime grave. Et il avait fabriqué un document qui me privait spécifiquement de mes droits et remettait tout à sa femme sur la seule base de la biologie. C'est clair comme de l'eau de roche, a dit Damien, croisant les bras avec un sourire suffisant et victorieux. Chloé attend un fils. Tu n'as aucun enfant. Par conséquent, selon les volontés expresses de ton défunt père, l'entreprise et tous les actifs qui en découlent lui appartiennent. Nous prenons tout, Camille. L'entreprise, les bénéfices, et oui, même ce tout nouveau Penthouse. Guillaume, assis parfaitement immobile à côté de moi, a demandé une suspension de séance de 20 minutes pour examiner l'authenticité du document. Damien Harry a attrapé la main de Chloé et est sorti dans le couloir pour célébrer leur victoire imaginaire. Je me suis massé les tempes, essayant de trouver la faille juridique dans le piège qu'il venait de tendre. Si un juge acceptait ce document, même temporairement, il pourrait bloquer mes actifs en justice pendant 5 ans. C'est alors que le petit Hugo a tiré sur la manche de mon blazer. J'avais presque oublié qu'il était là, assis tranquillement dans un coin de la pièce, jouant à un jeu sur sa tablette. Il avait demandé à aller aux toilettes quelques minutes avant le début de la suspension et venait de revenir. Il a grimpé sur le coûteux fauteuil en cuir à côté de moi et s'est penché tout près, formant une coupe avec ses petites mains autour de mon oreille, comme pour partager un secret d'état hautement classifié. « Maman », a chuchoté Hugo, ses yeux brillants, écarquillés et totalement sincères. Cette dame est une menteuse. J'ai légèrement froncé les sourcils, caressant doucement ses cheveux bruns. Quelle dame, mon chéri ? Celle qui parle fort, a-t-il dit en pointant son petit doigt vers la porte par laquelle Chloé était sortie. Celle avec le gros ventre. J'étais dans les cabines des toilettes en train de jouer à mon jeu, et elle est entrée pour parler au téléphone. Elle ne savait pas que j'étais caché là. Elle pleurait très fort. Maman, elle parlait à un docteur. Mon cœur a fait un bond. J'ai jeté un coup d'œil à Guillaume, qui avait complètement arrêté de taper sur son ordinateur portable et observait maintenant Hugo avec une concentration intense. Qu'a-t-elle dit, Hugo, ai-je demandé, en gardant une voix très douce et calme. Elle a dit qu'elle sait que le bébé est une fille. Hugo récitait son souvenir de manière incroyablement précise et sans aucune des complications du monde des adultes. Elle a dit, je sais que le test dit fille, mais vous devez changer le papier pour dire garçon. Elle a dit au docteur que son mari la tuerait absolument s'il la prenait, et qu'elle a besoin que le papier dise garçon tout de suite pour qu'il puisse avoir le gros paquet d'argent. L'air de la pièce a semblé disparaître complètement. J'ai regardé Guillaume et j'ai vu mon propre choc profond se refléter dans ses yeux. La prémisse entière du procès agressif de Damien, le fondement même de ce faux testament, reposait entièrement sur la condition spécifique d'un héritier mâle. Chloé ne me mentait pas seulement à moi. Elle mentait à Damien. Elle était si terrifiée par l'ambition et la cupidité de son mari qu'elle était prête à fabriquer une réalité médicale pour le garder heureux jusqu'à ce que l'échec soit encaissé. J'ai serré Hugo très fort contre moi, en déposant un baiser sur le sommet de sa tête. « Tu es un garçon incroyablement courageux, Hugo », ai-je murmuré, retenant des larmes de pur soulagement. « Tu viens de nous sauver. » J'ai baissé les yeux vers le faux testament sur la table. Ce n'était plus une menace. C'était un piège magnifique et mortel, mais pas pour moi. C'était un piège pour Damien. Il avait bâti toute sa stratégie criminelle sur un mensonge colossal que sa propre femme lui racontait. Guillaume s'est penché en avant, un lent et sombre sourire s'étirant sur son visage. « On leur dit ?» a-t-il demandé. J'ai secoué la tête lentement, sentant une détermination froide et dure comme le diamant s'installer dans ma poitrine. Lorsque Damien et Chloé se sont pavanés de retour dans la salle de conférence 20 minutes plus tard, je me suis assuré d'avoir l'air d'une femme qui avait enfin été brisée. Je portais de grandes lunettes de soleil noir pour cacher mes yeux secs et calculateurs. J'ai laissé mes épaules s'affaisser. À leurs yeux, je ressemblais exactement à quelqu'un d'entièrement vaincu par l'intense pression médiatique et la menace d'une bataille juridique exténuante de 5 ans. Sur la table en acajou entre nous trônait une toute nouvelle pile de documents, assez épaisse pour être un roman relié.
Damien vibrait presque d'adrénaline. Il a fait les 100 pas derrière la chaise de Chloé, lorgnant les papiers avec la faim vorace d'un loup affamé fixant une carcasse fraîche. Il croyait vraiment que sa campagne de dénigrement médiatique avait anéanti mon esprit. Je suis si heureux que tu aies enfin décidé d'être raisonnable, Camille, a dit Damien, sa voix dégoulinante d'une lourde et écœurante condescendance. Nous ne voulions pas te ruiner complètement. Nous voulons juste ce qui était juste. L'héritage familial appartient à la vraie famille. Je ne me faisais pas confiance pour trop parler, ayant peur que ma voix ne trahisse l'allégresse absolue qui bouillonnait dans ma poitrine. Alors, j'ai gardé un ton à peine supérieur à un murmure résigné. Fais juste en sorte que ça s'arrête, Damien. Je ne peux plus supporter les caméras devant mon immeuble. Je ne peux plus supporter les menaces de mort en ligne. Tu as gagné. J'ai fait un signe de tête à Guillaume, qui a lentement fait glisser l'imposante pile de documents vers l'avant. Il s'agit d'un accord de transfert absolu, a déclaré Guillaume, sa voix totalement dépourvue d'émotion. Il accorde immédiatement à Damien et Chloé Delacroix 100% de la propriété de Delacroix Logistique. Cela inclut tous les actifs physiques, les droits sur la marque et le contrôle opérationnel total. Une fois qu'il aura signé cela, ma cliente se retire entièrement. Elle s'en lave les mains de l'entreprise et de cette famille. Chloé s'est jetée sur les papiers, les mains tremblantes d'une cupidité pure et sans mélange. Elle n'a pas regardé les clauses juridiques. Elle n'a pas lu la section sur les responsabilités. Elle n'a vu que le titre imaginaire de « femme de PDG » et les millions d'euros qu'elle pensait magiquement venir avec. Elle a levé les yeux vers Damien, les yeux écarquillés. On a réussi, mon amour. On l'a vraiment fait. Damien a attrapé le lourd stylo en or sur la table. Un avocat compétent aurait passé 3 jours à lire les petits caractères. Un homme intelligent se serait demandé pourquoi la femme d'un milliardaire renonçait si facilement à une participation majoritaire dans un empire logistique. Mais Damien n'était ni compétent ni intelligent. Il était juste arrogant. Et l'arrogance est une lourde œillère qui occulte tous les signaux d'alarme rouge clignotants. J'ai juste besoin de savoir une chose, ai-je dit doucement, l'arrêtant avant que le stylo ne touche le papier. Si vous prenez l'entreprise aujourd'hui, vous prenez tout, n'est-ce pas? L'histoire, l'avenir, la totalité, absolument tout. Damien a confirmé avec un grand sourire cupide. La moindre petite chose. Il a pressé le stylo sur la ligne de signature. Le bruit de grattement de la plume contre le papier épais a semblé assourdissant dans la pièce silencieuse. Il a signé son nom avec une fioriture sauvage, en le soulignant 2 fois, comme pour souligner sa victoire absolue. Puis il a glissé les papiers à Chloé, qui a signé immédiatement en dessous de lui sans une seule seconde d'hésitation. Je suis resté parfaitement immobile et j'ai regardé l'encre sécher. Je les ai regardés se taper dans la main de l'autre côté de la table. J'ai regardé Damien se verser un verre d'eau pétillante et le lever dans un toast moqueur à mon visage. Il n'avait absolument aucune idée de ce qu'il venait de faire. Il ne savait pas que Delacroix Logistique était complètement insolvable. Il ne savait pas qu'en signant ce document spécifique, il venait de garantir personnellement chaque prêt d'entreprise que j'avais cessé de payer il y a 3 jours. Il pensait qu'il venait de devenir un puissant magnate. En réalité, il venait de devenir l'homme le plus pauvre de tout le bâtiment. C'est fait, a annoncé Damien, en claquant le dossier avec un bruit sec. Maintenant, disparaît de ma vue. Et Camille, ne t'attends pas à une invitation pour le baptême du bébé. Je me suis levé lentement, ajustant mes lunettes de soleil noir. J'ai marché vers la lourde porte en chêne, mes talons claquant sèchement sur le sol. Je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. Je savais exactement ce qui allait se passer ensuite. Alors que la porte se refermait derrière moi, j'ai entendu Guillaume s'éclaircir la gorge. Je vais certainement déposer ces documents auprès de l'État immédiatement, la voix étouffée de Guillaume filtrait à travers le bois. Mais en tant que nouvel actionnaire majoritaire et PDG, il y a un problème de conformité immédiat que vous devez régler, Damien. Depuis hier, Delacroix Logistique porte 10 millions d'euros de dettes toxiques auprès de divers créanciers. Et si vous regardez la clause 14, paragraphe C du document que vous venez de signer, vous verrez la disposition concernant la prise en charge de la dette.
Il y a eu une longue pause terrifiante. Puis j'ai entendu le bruissement frénétique du papier. En assumant la pleine propriété, a poursuivi Guillaume calmement. Le cessionnaire accepte la pleine responsabilité personnelle de toutes les obligations financières corporatives en cours. Cela signifie que la dette n'est plus protégée par le voile corporatif. La banque peut désormais s'attaquer directement à vos biens personnels, votre maison, vos voitures, vos économies pour rembourser les 10 millions. Félicitations pour votre acquisition, Damien. Vous êtes maintenant l'unique propriétaire d'un déficit de 10 millions d'euros. J'ai souri, je suis entré dans l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée. Il a fallu exactement 3 heures pour que l'audace absolue arrive directement à ma porte. Je me tenais dans l'immense hall en marbre de mon nouveau penthouse parisien, regardant la vue imprenable sur la ville que Damien avait essayé de voler et pitoyablement échoué à obtenir, lorsque l'ascenseur privé a sonné. Je n'avais autorisé personne à monter, mais Chloé avait apparemment brutalisé le portier en bas avec son nouveau titre imaginaire de « femme du PDG » pour y accéder. Les lourdes portes en acier se sont ouvertes, révélant ma sœur plantée là, flanquée de 3 valises vintage Louis Vuitton massives et incroyablement lourdes. Elle n'avait pas l'air d'une femme qui venait de gagner un empire corporatif. Elle avait l'air d'une reine gâtée exigeant un couronnement royal. Elle est passée droit devant moi sans dire bonjour, laissant tomber son sac à main hors de prix sur une console qui valait plus que son SUV de luxe. Ça fera très bien l'affaire, a annoncé Chloé, regardant le vaste salon avec un œil critique et très jugeur. C'est un peu moderne pour mes goûts personnels, mais la vue est acceptable. Damien va travailler tard au bureau ce soir pour nettoyer le gâchis absolu que tu as laissé derrière toi. Alors, j'ai décidé de rester ici pendant quelques semaines. Elle ne l'a pas demandé. Elle l'a affirmé comme une vérité universelle. Mon médecin a dit que j'avais besoin de calme absolu et de zéro stress pour le bien de mon fils, a continué Chloé en ignorant complètement mon silence. Tu peux prendre la petite chambre d'amis, Camille. J'aurai besoin de la suite parentale parce que le matelas est probablement bien meilleur pour mon dos endolori. Maintenant, sois mignonne et prépare-moi une tisane. J'ai la gorge sèche après toutes ces négociations épuisantes que nous avons dû faire aujourd'hui. Je l'ai dévisagé. Le délire clinique était honnêtement à couper le souffle. Elle croyait vraiment que signer un bout de papier faisait d'elle la matriarche incontestée de la famille, et que j'étais instantanément redevenue sa pathétique servante. Elle pensait que la guerre était finie et qu'elle était la glorieuse victorieuse venue réclamer son butin. Elle n'avait aucune idée qu'elle se tenait actuellement sur une mine antipersonnelle active. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. Je me suis simplement dirigée calmement vers l'ascenseur privé et j'ai appuyé sur le bouton d'appel. Les portes en acier, qui venaient de se fermer, ont immédiatement commencé à se rouvrir. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé Chloé, les sourcils froncés par la confusion. J'ai dit que je voulais du thé chaud, pas une porte ouverte. Je ne lui ai pas répondu. J'ai marché directement vers son énorme pile de bagages. J'ai attrapé l'épaisse poignée en cuir de la plus grande valise et je l'ai traînée violemment sur le sol en marbre poli. Chloé a poussé un cri perçant lorsque j'ai jeté le lourd sac dans la cabine ouverte de l'ascenseur, suivi immédiatement par le 2e et le 3e. Et, a-t-elle hurlé, se dandinant furieusement derrière moi. C'est incroyablement cher. Qu'est-ce que tu crois faire ? Je me suis tournée pour lui faire face, plantant fermement mes pieds, lui bloquant complètement le chemin de retour dans ma maison. Je fais exactement ce que j'aurais dû faire il y a 20 ans, Chloé, ai-je dit, ma voix totalement dépourvue d'affection fraternelle. Je sors les poubelles. Je me suis avancée, l'obligeant à reculer dans la cabine de l'ascenseur pour éviter de me percuter physiquement. Elle a trébuché maladroitement sur ses propres sacs lourds, levant les yeux vers moi avec un mélange de choc absolu et de fureur montante. « Tu ne peux pas me faire ça », a-t-elle bafouillé, le visage devenant rouge. « Je suis ta sœur. Je possède l'entreprise de ton père. Tu possèdes un piège à dette de 10 millions d'euros, l'ai-je corrigé, en me penchant tout près alors que les portes en métal commençaient à se refermer automatiquement. Et cet appartement est mon sanctuaire. Ce n'est pas un hôtel, et ce n'est certainement pas une œuvre de charité pour parasites toxiques. Disparais de ma vue avant que je ne demande à mon équipe de sécurité de te jeter sur le trottoir.
La dernière chose que j'ai vue avant que les portes en métal ne se scellent complètement a été sa bouche grande ouverte dans une indignation silencieuse et terrifiée. Elle descendait vers le hall, mais en réalité, elle descendait beaucoup, beaucoup plus bas que ça. 2 semaines plus tard, les marches du palais de justice ressemblaient moins à un temple du droit et davantage à une arène de cirque chaotique. Damien s'était assuré que les médias soient présents en force. Il se tenait devant une impressionnante rangée de micros, le visage arborant un masque étudié d'indignation vertueuse, racontant l'histoire ridicule de la façon dont lui, un simple avocat travailleur, avait été malicieusement dupé par sa belle-sœur milliardaire sophistiquée. À l'intérieur de la salle d'audience étouffante, Damien poursuivait formellement pour dol et manœuvres frauduleuses, cherchant désespérément à annuler le contrat de transfert et à me forcer à reprendre la dette de 10 millions d'euros qu'il avait involontairement signée de son nom. Il poussait également la thèse du faux testament, affirmant que je cachais des actifs qui appartenaient de droit à son fils à naître. J'étais assise à la table de la défense à côté de Guillaume, vêtu d'un élégant tailleur bleu marine, regardant la représentation se dérouler. Le véritable théâtre a commencé lorsque l'huissier a appelé le premier témoin du plaignant. Evelyne s'est levée du public. Elle s'était habillée spécifiquement pour le rôle. Fini les robes en soie de créateur et les diamants ostentatoires qu'elle portait à la fête prénatale. Aujourd'hui, elle portait un gilet de mouton délavé et des chaussures confortables et raflées, ressemblant en tout point à la mère frêle, âgée et au cœur brisé. Elle s'est même avancée vers la barre des témoins avec un léger boitement complètement simulé. « Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ?» a demandé le greffier. « Je le jure », a murmuré Evelyne, la voix tremblante juste assez pour s'attirer la sympathie immédiate du jury. L'avocat théâtral de Damien s'est approché d'elle doucement. « Madame Delacroix, pouvez-vous parler au tribunal de votre relation avec votre fille, Camille ?» Evelyne a pris une profonde inspiration tremblante et a attrapé un mouchoir. « Ça a toujours été incroyablement difficile », a-t-elle commencé, essuyant une fausse larme. Camille n'a jamais été chaleureuse comme sa sœur. Elle était toujours en colère. Elle jalousait notre réussite. Nous avons essayé de l'aimer, mais elle nous repoussait. Quand son père était mourant, elle a refusé de nous aider. Elle nous a dit qu'elle espérait que nous perdrions notre maison de famille. Elle a dit qu'elle voulait nous voir souffrir. Une lourde onde de choc a traversé la salle d'audience. Les jurés ont regardé la vieille femme en larmes puis moi, leurs expressions se durcissant instantanément de dégoût. C'était un chef-d'œuvre absolu de parjure. Chaque mot qui sortait de sa bouche était un mensonge calculé. J'avais payé son hypothèque. J'avais payé les frais médicaux de mon père. J'étais la seule chose qui s'interposait entre eux et la pauvreté depuis une décennie. Mais Evelyne était prête à détruire complètement mon personnage sous serment juste pour aider Damien à gagner un procès qui maintiendrait l'afflux d'argent. Puis Damien a joué son atout. Il a soumis un enregistrement audio comme preuve. Les haut-parleurs de la salle d'audience ont grésillé, et ma propre voix a rempli la pièce au haut plafond. Je ne te donnerai pas un centime de plus. Je m'en fiche si vous perdez la maison. Débrouillez-vous. Ne m'appelle plus jamais. Le silence qui a suivi était violemment accusateur. Pour le jury, cela ressemblait aux divagations cruelles d'une fille sans cœur abandonnant sa mère âgée. Il n'avait pas entendu la partie que Damien avait chirurgicalement retirée du début de cet enregistrement. Il n'avait pas entendu la partie où Damien exigeait 50 000 € pour couvrir une dette de jeu à Monaco, menaçant de brûler mon appartement si je ne payais pas. Damien était assis à sa table, le visage enfoui dans ses mains dans une pose de faux désespoir. Mais à travers ses doigts, j'ai vu ses yeux briller d'un triomphe absolu. À côté de lui, Chloé frottait son ventre de femme enceinte en cercle lent et délibéré, en souriant d'un air suffisant. Elle a articulé les mots « Je t'ai eu ». Il pensait avoir gagné, mais il supposait que ce procès portait sur ma réputation. Ce n'était pas le cas. Il portait sur la vérité. Guillaume s'est levé, ajustant sa cravate avec un calme lent et délibéré qui a complètement déstabilisé l'accusation. Il ne m'a pas appelé à la barre pour me défendre. Au lieu de cela, il s'est tourné vers le juge. La défense appelle Hugo à la barre, a annoncé Guillaume. Damien a éclaté de rire, un son d'aboiement dur. Il a bondi sur ses pieds.
C'est une blague absolue, votre honneur. Le garçon a 5 ans. Il n'est pas compétent pour témoigner. C'est juste un stratagème pathétique pour attirer la sympathie. Le juge Sinclair a regardé par-dessus ses lunettes. Je l'autorise, a statué fermement le juge. Mais je vais faire évacuer la salle de tous les spectateurs et des médias pour m'assurer que l'enfant ne soit pas intimidé. 10 minutes plus tard, l'immense pièce était vide, à l'exception des équipes d'avocats, du jury et du juge. Hugo était assis sur la lourde chaise en bois des témoins, ses petites jambes se balançant à quelques centimètres du sol. Il n'avait pas l'air effrayé. Il a regardé son père, Bastien, qui lui a fait un signe de tête rassurant. Et puis il a regardé Guillaume. Hugo, a dit Guillaume doucement, s'agenouillant à sa hauteur. Tu connais la différence entre la vérité et un mensonge, n'est-ce pas? Oui, a gazouillé Hugo, sa voix claire et brillante dans la pièce silencieuse. Mentir, c'est très mal. Bien. Peux-tu dire au juge ce que tu as entendu quand tu étais dans les toilettes de mon cabinet d'avocat il y a 2 semaines? Tu as dit à ta maman que tu avais entendu tante Chloé parler. Hugo a hoché vigoureusement la tête. Oui. Elle pleurait au téléphone. Elle a dit au docteur que son test disait fille, mais qu'elle avait vraiment besoin que ça dise garçon. Elle a dit que l'oncle Damien serait super en colère si c'était une fille parce qu'il a besoin d'argent. Elle a dit qu'elle devait changer le papier pour le piéger. L'air a été instantanément aspiré de la pièce. J'ai regardé le jury. Leurs yeux étaient écarquillés de choc. La prémisse entière du faux testament de Damien reposait complètement sur la naissance d'un héritier mâle. Hugo venait de révéler que non seulement le testament était un faux, mais que la condition de celui-ci n'existait même pas. Le visage de Chloé a pris une teinte blafarde et maladive. Elle s'est affaissée sur sa chaise, sa main volant pour couvrir sa bouche. Mais Hugo n'avait pas fini. Et puis oncle Damien est entré dans les toilettes, a poursuivi le garçon, totalement innocent de la dévastation absolue qu'il provoquait. Il criait sur tante Chloé. Il lui a dit d'arrêter de pleurer. Il a dit qu'il en avait marre de supporter mamie Evelyne. Il a traité mamie de vieille peau inutile. Il a dit que dès qu'ils auraient l'argent, il jetterait la vieille peau dans une maison de retraite bon marché pour qu'elle arrête de le supplier pour de l'argent. Un halètement fort et sec a coupé le silence du tribunal. Il venait d'Evelyne. Elle s'est tournée lentement sur son siège pour regarder Damien. La fragilité qu'elle avait feinte plus tôt s'est complètement évanouie, remplacée par un regard d'un choc pur et venimeux. L'alliance familiale toxique était instantanément brisée. Damien restait complètement figé, la bouche s'ouvrant et se fermant de terreur, réalisant que sa propre arrogance et les mensonges colossaux de sa femme venaient d'être diffusés à un jury par un petit garçon de 5 ans. Le sol s'effondrait enfin sous leurs pieds, et la véritable exécution était sur le point de commencer. Le juge Sinclair a abattu son lourd marteau en bois avec un craquement de tonnerre, tranchant les murmures chaotiques qui avaient éclaté après le témoignage innocent et dévastateur du petit Hugo. La salle d'audience vibrait de tension pure, mais je suis resté d'un calme parfaitement froid. Hugo avait complètement détruit leur statut moral et brisé leur front uni, mais j'étais sur le point de détruire complètement leur avenir financier. J'ai fait signe à Guillaume qui a acquiescé, me tendant un épais portfolio noir qui était resté totalement intouché sur notre table de la défense. Je me suis levé, lissant le devant de mon tailleur bleu marine, et j'ai fait directement face au juge. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour débattre de qui aime qui, votre honneur, ai-je déclaré, ma voix portant clairement jusqu'au fond de la pièce silencieuse. Je suis ici pour discuter des actifs réels de Delacroix Logistique. Le plaignant prétend qu'en cachant ma richesse personnelle, j'ai escroqué l'entreprise familiale. Mais la réalité absolue est que l'entreprise m'escroque depuis 5 ans. Damien a ricané bruyamment depuis son siège, essayant désespérément de reprendre pied. Tu étais graphiste, Camille. Tu faisais des prospectus bon marché. Ne reste pas là à faire semblant d'avoir apporté quoi que ce soit de valeur réelle à un empire de la logistique. Et ignorer sa pathétique explosion et j'ai ouvert le portfolio, en extrayant une série de grands plans techniques et de schémas d'architecture logicielle complexes. Chacun était daté, signé et légalement notarié.
Je tiens entre mes mains les plans complets du système modulaire de suivi des conteneurs maritimes qui est actuellement le produit phare de Delacroix Logistique, ai-je dit, en tenant le premier document bien haut. Il représente actuellement 60% de leurs revenus annuels. Vous l'avez lancé il y a 3 ans, Damien. Vous avez pris tout le crédit énorme dans les magazines spécialisés. Vous vous êtes qualifié de génie. Damien a bougé très inconfortablement sur sa chaise. Et alors ? Tu l'as dessiné pendant que tu travaillais pour notre entreprise. C'est la propriété de l'entreprise. N'importe quel étudiant en première année de droit sait ça. Ce serait tout à fait vrai, ai-je répondu, un sourire sincèrement froid effleurant mes lèvres, si j'avais un jour été réellement une employée. J'ai fait une pause, laissant le silence s'étirer. Mais comme vous et ma mère l'avaient souligné à maintes reprises, tant dans cette salle d'audience que dans la presse publique, je n'ai jamais été officiellement inscrite sur la liste de paie. On ne m'a jamais versé un seul chèque de salaire. On ne m'a jamais fait signer un contrat de travail. Selon vos propres déclarations fiscales, que j'ai juste ici, j'ai été officiellement classée par vous comme une bénévole familiale non rémunérée. Guillaume a glissé les documents fiscaux doucement sur la table vers le juge. Parce que vous étiez beaucoup trop radin pour me payer un salaire et beaucoup trop arrogant pour me donner un contrat légal, je n'ai jamais été légalement une employée de Delacroix Logistique, ai-je expliqué en me tournant pour regarder droit dans les yeux paniqués de Damien. Par conséquent, selon la stricte loi sur la propriété intellectuelle, je suis une prestataire indépendante qui conserve l'entière propriété des droits d'auteur de tous les travaux créés. Je n'ai jamais cédé ces droits à votre entreprise. Je n'ai jamais signé d'accord de transfert. Le logiciel que vos clients utilisent pour suivre des millions d'euros de marchandises a été entièrement codé par moi. Et à partir de cet instant précis, je révoque officiellement votre licence pour l'utiliser. Guillaume s'est levé et a remis une ordonnance formelle de cessation et de désistement à l'huissier. Votre honneur, nous déposons une injonction immédiate bloquant l'utilisation des conceptions de ma cliente par Delacroix Logistique. De plus, nous déposons une demande reconventionnelle pour 5 ans de redevances rétroactives et de violation grave des droits d'auteur. Après déduction des frais d'exploitation légitimes, le bénéfice net tiré de la propriété intellectuelle volée s'élève à exactement 15 millions d'euros. Et puisque Monsieur Delacroix vient de signer un contrat assumant l'entière responsabilité personnelle des dettes de l'entreprise. Ces 15 millions d'euros seront prélevés sur ses biens personnels. Le visage de Damien est passé du pâle à une nuance de gris maladive et terrifiante. Il a compris le piège bien trop tard. Il s'était battu si incroyablement dur pour prouver que je n'étais rien pour l'entreprise qu'il avait par inadvertance prouvé que l'entreprise ne possédait absolument rien de moi. Il possédait une usine massive, mais je possédais le produit entier. Sans mes conceptions, son entreprise n'était qu'un entrepôt rempli de ferraille. Il n'était pas seulement en faillite. Il était complètement obsolète. Mais je n'avais pas fini. Les lourdes doubles portes au fond de la salle d'audience se sont ouvertes avec un poids délibéré. Bastien a franchi le seuil en portant une seule fine chemise bleue. Il a contourné complètement le public et a marché droit à travers le portillon. S'approchant du banc. Votre honneur, a dit Bastien, sa voix profonde résonnant. Alors que ma femme a établi avec succès sa propriété intellectuelle, mon équipe d'entreprise a terminé un audit médico-légal concernant le détournement des fonds de l'entreprise Delacroix Logistique. Nous avons trouvé exactement où est passé le capital manquant. Damien a essayé de se lever pour protester, mais ses jambes semblaient avoir oublié comment fonctionner. Il ressemblait à un homme regardant approcher un raz de marée. Bastien a posé le dossier sur le banc du juge. L'accusé prétend que l'entreprise est insolvable en raison des mauvaises conditions du marché. Cependant, les relevés bancaires racontent une histoire très différente. Nous avons trouvé une série de retraits récurrents massifs étiquetés comme frais de consultant ambigus. Ceci est un relevé de carte de crédit du compte de l'entreprise montrant un achat de 20 000 euros chez un joaillier diamantaire, daté de 3 jours avant la fête prénatale. Et voici un prélèvement mensuel récurrent de 5 000 euros pour la location d'une résidence de luxe dans le quartier du Marais. Bastien a tourné son regard sombre et intense directement vers Chloé, qui était assise pétrifiée sur sa chaise. Madame Delacroix, a dit Bastien, sa voix baissant sur un ton de fausse sympathie.
Je remarque que vous ne portez actuellement pas de nouveaux colliers de diamants, et je suppose sans risque de me tromper que vous ne vivez pas dans un appartement de luxe occupé par une jeune femme de 22 ans nommée Valérie. Le nom a frappé la pièce comme un coup explosif physique. Les yeux de Chloé se sont écarquillés d'une pure horreur. Elle savait exactement qui était Valérie. Valérie était l'ancienne réceptionniste du cabinet d'avocats. La jolie jeune fille que Chloé avait forcé Damien à licencier il y a un an parce qu'elle se sentait menacée. C'est votre maîtresse, a corrigé Bastien, la voix d'une froideur absolue. Le tribunal a complètement explosé. Chloé a laissé échapper un son qui était à moitié un cri, à moitié un sanglot absolu. Elle a regardé Damien avec une haine si pure qu'elle aurait pu décoller la peinture des murs. Elle n'a pas attendu qu'il s'explique. Elle a bondi. Chloé a jeté son corps de femme enceinte sur la courte distance, griffant le visage de Damien avec un désespoir maniaque et hurlant. Ses ongles parfaitement manucurés ont raclé violemment sa joue, faisant couler un sang rouge vif. Damien a reculé en trébuchant, s'écrasant contre la table de la défense, envoyant voler en l'air des piles de documents juridiques comme des confettis tragiques alors que les huissiers se précipitaient pour arracher la femme hurlante à son mari infidèle. Le lourd marteau en bois a frappé à plusieurs reprises, sonnant moins comme un appel à l'ordre juridique et bien plus comme la cloche funèbre de la famille de la Croix. Il a fallu 4 huissiers armés pour enfin détacher Chloé, hystérique et en sanglots, de Damien, qui se recroquevillait actuellement contre le mur lambrissé, tenant son visage en sang. Au milieu de la violente mêlée hurlante, Evelyne s'est levée, tout son corps tremblant violemment. Elle a regardé le naufrage absolu de sa famille en or. Elle a regardé son précieux gendre, l'homme qu'elle avait soutenu au détriment de sa propre chair et de son propre sang, l'homme avec qui elle avait comploté avec enthousiasme pour ruiner ma vie. Elle s'est tournée vers Guillaume, les yeux écarquillés par une aube d'horreur nauséabonde qui n'avait absolument rien à voir avec la violence physique dont elle était témoin. Il m'a dit qu'il investissait ma pension, a murmuré Evelyne, agrippant le bras en costume de Guillaume d'une main tremblante. Damien m'a dit qu'il avait juste besoin que je signe une simple garantie de liquidité pour l'entreprise le mois dernier. Il m'a promis que ma maison était totalement à l'abri. Guillaume l'a regardé de haut. Il n'a pas offert une seule once de pitié. Il a simplement ouvert un dossier et a pointé une page de signature qui avait été admise comme preuve quelques heures plus tôt. Il vous a menti, Evelyne, a dit Guillaume d'une voix neutre. C'était un accord de garantie croisée. Lorsque vous avez joyeusement signé ce document pour l'aider, vous avez légalement mis en gage votre propre maison et la totalité de vos économies personnelles en garantie de la dette existante de l'entreprise. Puisque Damien vient de faire défaut sur ses prêts massifs et a accepté l'entière responsabilité, la banque va agir pour saisir vos actifs également. Vous n'êtes pas seulement fauché, vous êtes officiellement sans abri. La couleur a instantanément quitté le visage d'Evelyne. Ses yeux ont roulé en arrière, ses genoux ont complètement lâché, et elle s'est effondrée sur le sol dur de la salle d'audience avec un bruit sourd et lourd. Ce n'était pas l'évanouissement gracieux et théâtral qu'elle avait joué tant de fois auparavant. C'était le poids lourd et mort d'une femme dont la réalité entière venait d'être pulvérisée en poussière. Le calme a finalement été rétabli, bien que l'odeur amère de la peur et de la trahison absolue flottait encore lourdement dans l'air. Le juge Sinclair n'a pas perdu de temps avec un long préambule interminable. Il a regardé par-dessus le bord de ses lunettes et a rendu un jugement brutal. Il a accordé le jugement sommaire entièrement en ma faveur. Il a affirmé ma propriété absolue de la propriété intellectuelle et a ordonné le remboursement immédiat des 15 millions d'euros de bénéfices volés. Il a confirmé l'accord de transfert que Damien et Chloé avaient signé, ce qui signifiait qu'ils étaient désormais personnellement responsables des 10 millions d'euros de dettes de l'entreprise. Leurs voitures, leurs bijoux, leurs comptes bancaires, tout était parti. Enfin, le juge Sinclair a baissé les yeux vers Damien avec un profond dégoût non dissimulé. Il ne s'agit plus seulement d'une affaire civile, a déclaré le juge d'une voix forte. Les preuves tangibles présentées concernant la falsification de documents commerciaux, la création de sociétés écrans et le détournement massif de fonds constituent des motifs raisonnables de conduite criminelle grave. Je renvoie par la présente cette affaire précise au bureau du procureur pour une enquête immédiate sur les chefs de fraude et de vol qualifiés. Huissier, veuillez placer l'accusé en garde à vue.
Le cliquetis métallique aigu des menottes se refermant sur les poignets de Damien a été le bruit le plus fort et le plus satisfaisant de toute la pièce. Il ne s'est pas débattu. Il s'est juste affaissé en avant, complètement vaincu, alors que les officiers tiraient ses mains dans son dos et l'entraînaient à l'extérieur. 1 heure plus tard, je suis sorti du grand hall du palais de justice. Le ciel s'était ouvert et la pluie tombait en lourdes nappes glaciales, donnant à la ville une teinte gris froid et lugubre. Je me tenais sous le grand parapluie noir tenu par mon équipe de sécurité, attendant ma voiture. C'est là que je l'ai vue. Evelyne attendait sur le trottoir. Les tailleurs de créateurs et son aura d'invincibilité avaient entièrement disparu. Elle était trempée jusqu'aux os, les cheveux plaqués sur le crâne, ressemblant à un fantôme hantant les ruines de ses propres choix terribles. Quand elle m'a vue, elle a couru vers moi et s'est jetée sur le bitume mouillé et sale, juste à mes pieds. « Camille, s'il te plaît » a-t-elle gémi, la voix brisée par un désespoir pathétique. « Tu ne peux pas laisser la banque la prendre. Ils ont affiché l'avis d'expulsion il y a 1 heure. C'est la maison de ton père. C'est la seule chose qui me reste. S'il te plaît, je t'en supplie. Fais juste un chèque. Ce n'est rien pour toi, mais c'est toute ma vie. Je ferai n'importe quoi. » J'ai baissé les yeux vers la femme qui avait fait de ma vie un enfer misérable pendant 30 ans. J'ai cherché au fond de mon cœur une seule étincelle de pitié, mais je n'y ai trouvé qu'un vaste silence arctique. Elle ne pleurait pas parce qu'elle regrettait la douleur qu'elle avait causée. Elle pleurait parce qu'elle avait perdu son statut. J'ai baissé les yeux vers elle, agenouillée dans la boue. Vous avez perdu le droit à cette maison à la seconde exacte où vous l'avez signée pour couvrir la dette de jeu d'un homme qui vous détestait, ai-je dit, ma voix coupant nettement à travers le bruit de la forte pluie. Vous ne l'estimiez pas comme un foyer. Vous l'estimiez comme un jeton de poker. Je ne paie pas les dettes des étrangers. Je l'ai contourné, je me suis glissé sur le siège en cuir chaud et sec de la limousine qui m'attendait, et j'ai fermé la lourde porte d'un claquement sec et décisif. Alors que la voiture s'éloignait, je les regardais rétrécir dans le rétroviseur, une petite silhouette mouillée hurlant après les feux arrière rouges. La mer Méditerranée s'étendait magnifiquement devant moi, une vaste étendue infinie de vert turquoise étincelant qui semblait enfin laver la crasse épaisse des 10 dernières années. Ici, au cap d'Antibes sur la côte d'Azur, l'air sentait le sel frais et la sauge sauvage, totalement libre de la puanteur des tribunaux, de la cupidité désespérée et des liens familiaux toxiques. J'étais assise sur la chaude terrasse en teck de notre maison de plage, regardant le petit Hugo chasser les mouettes près de la ligne de flottaison, son rire pur et éclatant porté facilement par la brise de l'après-midi. Il était occupé à construire un énorme château de sable, une forteresse tentaculaire qu'il affirmait être complètement impénétrable. Bastien était assis juste à côté de moi, une main chaude posée nonchalamment sur mon genou, l'autre tenant une boisson fraîche. Il avait l'air entièrement détendu, la lourde tension du monde des affaires parisien ayant enfin fondu de ses larges épaules. Nous étions à 1000 lieues de la destruction absolue de la famille Delacroix. Mon téléphone a vibré doucement sur la petite table en verre. C'était une simple notification de SMS de Guillaume, mais elle portait le poids d'un magnifique verdict final. Je l'ai pris, protégeant l'écran lumineux de l'éblouissement du soleil du sud. C'était la confirmation officielle des résultats de la vente aux enchères suite à la faillite. Avec Damien purgeant actuellement une peine de 10 ans dans une prison fédérale et les actifs de la famille entièrement saisis par les banques, la liquidation de Delacroix Logistique avait été incroyablement rapide et absolument brutale. Parce que je détenais les droits de propriété intellectuelle et que j'avais légalement bloqué l'utilisation des conceptions, aucun acheteur légitime ne voulait toucher à l'entreprise en faillite. C'était un actif toxique pour tout le monde sauf pour moi. J'ai regardé le prix d'achat final sur l'écran. C'était risible. Je venais d'acquérir l'ensemble de l'infrastructure physique de l'ancienne entreprise de mon père, les usines massives, la flotte de camions de livraison, les entrepôts régionaux, pour une misère absolue. J'ai tapé sur l'écran, ouvrant le portail numérique de l'État. La dernière étape m'attendait. Le curseur clignotait régulièrement dans la case vide intitulée « Nom de l'entité ». J'ai tapé lentement, savourant profondément chaque frappe. J'ai effacé « Delacroix Logistique », effaçant le monument à la cupidité qui avait failli me détruire. À la place, j'ai tapé un tout nouveau nom,
Un nom qui n'appartenait qu'à moi et à la famille que j'avais réellement choisie, CM Global. J'ai verrouillé le téléphone et je l'ai posé face vers le bas. L'empire toxique était officiellement mort, et j'avais construit une magnifique forteresse sur ses os. Tout va bien? A demandé Bastien en serrant doucement mon genou, ses yeux sombres étudiant mon visage. Mieux que bien, ai-je répondu en regardant l'océan infini et scintillant. C'est enfin fini. Hugo a couru vers la terrasse en bois, complètement essoufflé et rayonnant de joie, tendant un coquillage blanc immaculé qu'il avait trouvé dans les vagues. Regarde, maman. A-t-il crié. J'ai trouvé le meilleur. Il est juste pour toi. J'ai pris le coquillage, le retournant dans mes mains. Il était parfait. J'ai regardé mon fils qui était en sécurité et profondément aimé. J'ai regardé mon mari qui s'était tenu comme une montagne à mes côtés quand mon monde brûlait. Et puis j'ai regardé le magnifique horizon où le soleil commençait à plonger dans l'eau, transformant l'océan en or liquide. Je n'étais plus une victime. J'étais la propriétaire absolue de ma propre vie. Et en regardant le coucher du soleil, j'ai souri du sourire d'une femme qui avait enfin gagné la seule guerre qui ait jamais compté.